En France, et sans doute ailleurs dans le monde, une majorité des enfants sont éduqués sur le principe du bien et du mal. Le postulat est que l'homme est un loup pour l'homme. Les personnages en charge de l'éducation des enfants leur expliquent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Elles utilisent des méthodes comme les récompenses, les notes, les jugements, les comparaisons, les diagnostics, les étiquettes, les interprétations. Pour faciliter cet apprentissage de ce qui est bon pour l'enfant, les éducatrices peuvent aussi donner des ordres, avoir des exigences sur lui. Il faut aller à l'école pour se sociabiliser ou imposer des obligations, la contrainte par les horaires. Pour soutenir l'enfant à reconnaître le bien du mal, l'éducateur peut utiliser parfois la peur, la culpabilité, la honte. Et enfin, l'éducatrice peut évoquer le fait qu'il faut faire comme cela parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Agissant ainsi, l'éducateur enseigne la non-responsabilité de ce qu'il impose à l'enfant. Toutes ces méthodes sont mises en œuvre car le principe de base est que l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. Ces mêmes méthodes, plus ou moins autoritaires, se retrouvent dans la vie dite professionnelle. Des organisations qui utilisent la prime, le blâme, la promotion, la réprimande, le feedback, le licenciement. Et en tant que citoyenne ou habitante d'un lieu, les mêmes processus existent dans les institutions publiques, les associations, la justice, les établissements pénitentiaires, le monde médical. Toutes sont en œuvre pour nous apprendre à un moment donné ou à un autre et nous expliquer ce qui est bon pour nous expliquer ce qui est bien ou mal, pas recommandé, dangereux, asocial, risqué et irrespectueux. Dans ce postulat, l'être humain ne sait pas ce qui est bien ou mal. Pour l'éduquer, il faut le corriger ou lui expliquer ce qu'il ne sait pas. Si je veux vivre en tranquillité, il me suffit de suivre ces règles apprises de l'extérieur. Ce paradigme actuel est tellement évident et habituel que je peux ne plus le voir. C'est normal. Y a-t-il jamais eu une autre façon de faire ? Et puis d'abord, les choses s'améliorent en général. Il y a moins de notes en classe, plus basses. Il y a davantage d'appréciation qualitative. Moins de violence en général dans nos vies. L'éducation des enfants change. Il y a des mouvements antisexistes qui s'expriment, par exemple. Et plein d'autres choses. Et en même temps, depuis quelques années, je vis au quotidien et je découvre d'autres façons de faire et d'être ensemble. Ces autres façons de faire reposent sur un autre postulat. Il pose que l'être humain aime par-dessus tout contribuer au bien-être, à la condition qu'il en ait l'énergie, le temps et l'élan, au bien-être des autres, à son propre bien-être et au bien-être du reste du vivant. Le référentiel de valeur de ce postulat est interne à notre corps. Nous avons toutes et tous ce même référentiel, les mêmes valeurs internes. Et donc, si l'être humain aime par-dessus tout contribuer au bien-être, l'éducation au service de ce bien-être consiste à développer la conscience des besoins mutuels. Il nous suffit d'apprendre à dialoguer en développant nos capacités, à nous exprimer en authenticité, à être en écoute empathique et à prendre de la responsabilité personnelle de nos émotions et de nos actes. Nous apprenons à mettre de la conscience sur nos choix. Notre langage est basé sur les sentiments et sur ce qui est important pour nous. Pour vivre dans ce paradigme, nous pouvons développer des organisations qui cultivent et qui encouragent à vivre des postures de coopération, d'autonomie, d'interdépendance, à vivre le pouvoir avec l'autre. Ces organisations favorisent alors la tendance naturelle de l'être humain à contribuer au bien-être de chacun et de l'organisation. Ce postulat a été formalisé par Marshall Rosenberg et le mouvement de la communication non violente. Il est aussi vécu dans le mouvement de l'éducation populaire, le travail qui relie,
ou le mouvement de l'écologie globale. Comme le postulat précédent, et comme tout postulat, rien ne prouve scientifiquement que ce soit une vérité. Et en même temps, certaines avancées des neurosciences, et surtout les expérimentations, et de multiples expériences de notre vie, nous prouvent chaque jour que ce second postulat nous permet de comprendre et de vivre d'une façon différente. Notre proposition est, testez-le, Testez-le. puis choisissez ce qui vous semble bon pour vous.